Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord faire un essai micro. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bienvenue dans cette matinale, dans cette masterclass sur la spirale dynamique. Voilà. Ah, ben bonjour. Merci Christine de répondre. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Merci Vincent. Super, impeccable. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Ce que je vous propose, c'est de passer cette petite heure ensemble, de faire un voyage au cœur de la spirale dynamique, pour comprendre, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans nos entreprises? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut transformer? Comment on doit transformer pour pouvoir, continuer à garder nos talents, à les attirer? Et donc pourquoi nos entreprises, perdent de leur attractivité aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive? Donc sur ce voyage que je vous propose de faire ensemble pendant cette petite heure, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un petit café. Moi, j'ai pris un thé avec moi aussi pour partager cette heure ensemble. Et je vous propose, d'abord, pendant ce voyage, pour ceux qui pensaient avoir une carte, il y aura pas de carte. C'est un voyage sans carte. Il y aura pas de mode d'emploi, de comment il faut faire, A plus B plus C. Donc, désolée pour ceux qui attendaient vraiment des recettes déjà faites. Mais c'est plutôt une boussole que je vous propose qu'on vive ensemble. C'est plutôt un repère. C'est pour nous aider à comprendre, et ensuite effectivement, prendre des bonnes décisions et agir en s'appuyant sur ce modèle de la spirale dynamique et en découvrant, qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous. Donc est-ce que vous êtes prêts tous pour ce voyage-là? Donc, sans carte, mais avec des boussoles et puis, pour pas que je me sente tout à fait, trop seule parce que d'habitude j'ai l'habitude dans nos matinales d'interviewer, c'est quand même plus facile nos grands invités. Là, c'est moi aujourd'hui qui suis toute seule et donc pour me sentir moins seule, je vous propose effectivement de faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire, réagir, interagir comme vous êtes en train de le faire bien sûr me poser toutes les questions que vous souhaitez auxquelles je pourrais les récupérer, y répondre, si au fur et à mesure, au fil de l'eau si c'est possible, sinon à la fin de la masterclass. Donc voilà, donc écoutez, je vous propose d'embarquer ensemble pour cette masterclass d'1 heure. Hem, D'abord une petite présentation de qui je suis. Donc en fait, je suis à la fois, ostéopathe et opticienne. Alors ostéopathe de quoi? Ostéopathe des organisations parce que ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai créé mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting et que pour nous, une organisation, une entreprise, c'est aussi complexe qu'un corps humain. C'est aussi complexe qu'un humain et comme c'est aussi complexe, ça veut dire quoi? Vous savez, quand vous allez chez l'ostéo, on vous dit: «Ben, j'ai mal», vous dites: «Bah, là, j'ai mal au bas du dos, là, entre, les 2 cervicales». Bah, l'ostéo, il va pas forcément regarder que là où vous avez mal entre ces 2 cervicales, mais il va regarder toute la colonne vertébrale, il va regarder votre posture, il va tout aligner parce que ce qui vous fait mal en bas, là, c'est peut-être toute le toute la posture que vous avez, qu'il faut retravailler et c'est pour ça que quand vous repartez en général, de l'ostéo, bah, il a retravaillé tout ça. Donc ça, c'est notre métier. On est l'ostéo, des entreprises, donc ça veut dire qu'on va regarder quoi? On va regarder que dans l'ordre de l'être, c'est-à-dire, dans l'ordre de la tête de l'entreprise, est-ce que l'ADN de l'entreprise est vraiment bien aligné? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est un socle qui tient bien? Est-ce que la raison d'être est là? Est-ce que, les valeurs sont présentes? Est-ce que la vision est là? Et là, on est dans l'ordre de l'être. Est-ce que l'identité est bien fondée? Ensuite, on va regarder dans l'ordre du vivre. Bon, bah, comme l'ostéo, il fait circuler les énergies. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration, une bonne coopération? Est-ce que la vie circule dans les entreprises? Il peut y avoir des entreprises dans lesquelles, et malheureusement, eh bien, le socle est bien là, mais la vie n'est pas présente. Il n'y a pas de coopération ou en tout cas des difficultés à la coopération. Donc ça, c'est l'ordre c'est dans l'ordre du vivre. Et puis enfin, dans l'ordre du faire, eh ben, on regarde si les projets qui vont permettre de déployer la vision et la stratégie sont bien ordonnés et permettent vraiment à l'ensemble du corps de l'entreprise d'avancer, de marcher, de courir, le cas échéant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ostéo. Et puis aujourd'hui, je vais prendre ma casquette d'opticienne. Opticienne, c'est quoi? C'est ben, justement comment est-ce qu'on va changer, et là, c'est la fabrique des leaders éclairés. Comment est-ce qu'on change, on réinvente notre leadership? Comment est-ce qu'on va chausser des lunettes différentes? Parce que les lunettes d'avant ne sont plus opérantes pour le monde qu'on est en train de vivre et vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation. Ben, il faut prendre d'autres lunettes, chausser d'autres lunettes, d'autres points de vue, faire un pas de côté, pour pouvoir voir le monde différemment aujourd'hui. Donc opticien, c'est ça et dans la fabrique, eh bien,
on réinvente le leadership, on accompagne les bifurcations. Vous savez que ce mot bifurcation est très employé en ce moment, parce que justement, bah, c'est une bifurcation de l'histoire. Il est en train de se passer plein de choses et vous les vivez, je pense, dans vos entreprises aussi et même de manière personnelle. Donc voilà, donc on va chausser, vous verrez, on chaussera au fur et à mesure, 8 paires de lunettes différentes aujourd'hui et donc voilà, donc c'est cette aventure que je vous propose de vivre ensemble. Alors, pour, heu continuer cette aventure et puis pour vous inviter à la réflexion, je vous propose de réfléchir au fur et à mesure qu'on va se parler, à 3 éléments en fait. De dire: «Quelle est la couleur dominante de la culture de mon entreprise? Quelles sont les autres couleurs qui sont présentes? Et comment je me sens moi, individuellement, par rapport à la culture dominante de mon entreprise? Est-ce que je suis en phase? Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard?» Et vous pouvez faire l'exercice aussi, par rapport à votre comité de direction. Se dire: «Est-ce que mon comité de direction, lui, aujourd'hui, est-ce que comment moi je me sens par rapport à cette culture-là? Ou comment le comité de direction se sent par rapport à la culture dominante de ma société?» Voilà 3 points sur lesquels je vous invite, à y réfléchir au fur et à mesure qu'on va se parler, qu'on va découvrir la spirale dynamique. Donc si c'est OK pour vous, alors qu'est-ce qu'on constate? Je crois que vous le vivez comme moi et le covid n'a fait qu'accélérer les choses. On a un monde en chaos. Un monde en chaos parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui arrivent tous ensemble. Il y a une accélération du temps. Il y a effectivement le réchauffement climatique. C'est pas récent, mais ça s'accélère, avec effectivement des enjeux très forts sur la crise de l'eau, puisqu'on sait que les crises alimentaires, crises de l'eau, ce sont vraiment des menaces importantes. Il y a une surpopulation, donc des risques de crise alimentaire en jeu profond aussi. Je ne vous parle pas des guerres puisqu'on le vit tous malheureusement, elles sont proches de nous. Guerre, religion, autocratie, développement des autocraties, repli identitaire. On a une vraie crise d'identité individuelle et collective et puis on a un monde qui change très rapidement, qui a besoin de trouver ses nouvelles identités collectives et qui a du mal à avoir un rêve commun. Donc voilà, donc alors une fois qu'on a fait le constat, c'est sympa, donc là, je suis en train de plomber l'ambiance. Donc rassurez-vous, ça enfin, on va trouver des solutions, mais voilà, c'est pour vous dresser le portrait, mais ça, vous le savez déjà. Dans ce monde en chaos, quand je reviens, au niveau de l'entreprise, comment ça se passe? Eh ben, on a des signes de désengagement professionnel. Heu, vous avez vu après la crise du covid, on a eu du mal à faire, et ça continue, à faire revenir les entreprises. Il y a des secteurs d'activité où effectivement, les gens ne reviennent plus en entreprise ou ne souhaitent plus, ou ont changé vraiment, ou ont bifurqué de métier. Donc 71 des personnes qui n'avaient jamais travaillé à domicile souhaitent le faire. Effectivement, changement de modalité, le télétravail, le présentiel, le hybride. 60 des actifs considèrent que la crise leur a impacté la vie professionnelle et ça, je pense que vous le vivez tous les jours, mais c'est énorme, c'est bien de voir les chiffres. Donc des signes de désengagement, bah, vous avez certainement entendu parler du silent quitting. C'est ces collaborateurs qui viennent dans l'entreprise, mais qui n'ont pas de motivation et qui, sont là, juste effectivement, parce qu'il faut être là ou parce que, c'est alimentaire, mais qu'il n'y a pas vraiment d'engagement comme on l'avait connu, avant. Donc 50 et ça c'est l'étude Gallup récente, plus de 50 des employés sont des quiet quitters aux USA. Voilà et en France, on a eu une vague de démissions aussi, que je vous parle aussi, on remet dans le contexte les jeunes qui, avec leurs appels, nous disent qu'effectivement, ils souhaitent, se désengager carrément de l'entreprise et bifurquer et avoir d'autres voies. Donc voilà. Donc là, c'est bien parce qu'au moins le tableau, il est dressé, l'ambiance est super plombée. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que voilà, mais c'est important que vous puissiez, avoir ce tableau-là. Hem, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi j'aime bien le proverbe de cet homme d'Einstein, que vous le reconnaîtrez bien sûr, qui dit que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être résolus au niveau et avec la façon de penser qui les a engendrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on parle de bifurcation, si on parle de changement de paradigme, ça veut dire que ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui et qu'il va falloir vraiment, faire des changements profonds, et qu'on est en train de vivre ces changements profonds et ces transformations profondes. Transformation, géopolitique, transformation de nos sociales, transformation de nos entreprises aussi et on n'échappe pas à ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une autre compréhension du monde, une autre compréhension de ce qui est en train de se passer
pour pouvoir justement intégrer ces nouveaux changements. Alors comment ça se passe ces transformations-là? Ben, c'est très simple. Cette courbe-là, pour ceux qui ont fait des transformations, vous la connaissez déjà très bien. On est à un état de stabilité, donc un niveau d'existence, qu'on appelle un niveau d'existence, où tout se passe bien. Ça, c'était avant Covid. Donc tout allait bien, on avait l'impression, on avait nos 30 glorieuses, en tout cas en Occident, que le monde allait continuer comme ça. Et puis il y a quoi? Il y a une complexification. Alors elle était déjà présente, elle s'est fait que s'accélérer encore une fois, les signaux faibles, les prospectivistes nous parlaient déjà d'une bifurcation, mais voilà, après les signaux faibles sont devenus des signaux forts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un élément, une complexification des conditions de vie. En fait, l'humanité, avance, parce que son environnement évolue et donc là, ça ne fait pas exception. Donc, complexification de la vie. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Bon, on a même une période de déni. En entreprise, c'est la période où on ne veut pas voir effectivement ce qui se passe. Vous vous souvenez, sur le coronavirus, ben, on ne voulait pas voir, on pensait que le problème était chinois, mais qu'il ne viendrait jamais jusqu'ici. Donc on était dans cette période de déni. Après le déni, quand on commence à prendre confiance, ben, de ce qui se passe réellement, ben, c'est là où rien ne va plus et on a cette chute en fait, ou cette crise en fait, qui se concrétise par une fuite d'abord, et puis par une crise vraiment, avec une impuissance à répondre aux nouvelles problématiques et aux nouveaux enjeux qui sont présentés. C'est ce qu'on est en train de vivre. Alors ce pic-là en fait, il faut espérer qu'il soit le moins en entreprise quand on met des transformations et qu'on accompagne les transformations, eh bien, l'accompagnement, diminue cette crise et fait on remonte, dans un autre seuil de transformation. Mais voilà, c'est le pire, c'est cette phase de dépression dans lequel on peut s'enfermer et c'est ce qu'on est en train de vivre avec, cette phase de chaos. Et après, une fois qu'on est sorti, qu'on a trouvé les solutions et c'est ça où il va falloir, travailler dessus, on a une évolution, on met en œuvre le changement et puis, on atteint un nouveau seuil et un nouvel équilibre. Ce qu'on ne sait pas, à l'échelle de ce qu'on est en train de vivre, c'est combien de temps, va prendre effectivement cette période de chaos ou cette période d'impression de chaos. Voilà, les prospectivistes disent que c'est à peu près 10 ans, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas voilà et on verra dans ces périodes-là. Donc voilà ce qui est en train de se passer, et concrètement, c'est ce qui est en train de se passer, à l'échelle de ce qu'on vit du monde, à l'échelle de vos entreprises certainement, puisque la bifurcation énergétique, enfin les éléments nous amènent à faire bifurquer nos modèles économiques. Donc et voilà ce qu'on est en train de vivre. Alors par rapport à ça, je voudrais vous poser une question. Alors, vous le connaissez certainement, cette image, cette figure, mais j'aimerais que vous répondiez dans le chat si c'était possible. J'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous voyez en fait? Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? Alors, je regarde, qu'est-ce que vous voyez? Hop, je reviens. Un visage tourné, 2 femmes, femme, une jeune et une vieille. Une jeune femme de profil, très bien. Bon, ça va. Ce qui est bien, c'est que vous ne voyez pas un chien. Ça c'est plutôt rassurant. Ou vous ne voyez pas, des montagnes, vous ne voyez pas aussi. Donc très bien. Donc en fait, vous voyez, certains vont voir une jeune femme, certains vont voir une vieille femme et certains vont voir les 2 en fait. Quand je présente effectivement cette image-là, eh bien, il y a des gens dans la salle qui ne voient que la jeune femme, d'autres qui vont voir que la vieille femme. Donc en fait, oui, elle est très connue cette image, c'est ça. Le passé et l'avenir, alors si on veut l'interpréter, ça peut être comme ça. Mais c'est vraiment, en fait, qu'est-ce que dit cette image-là? Elle dit où se trouve la vérité? C'est qu'il n'y a pas de vérité en fait, parce que ça va dépendre des biais et des perceptions qu'on a en fait. Notre vérité va dépendre de notre croyance. Qu'est-ce qu'on voit? Et si ceux qui ne voient que la jeune femme disent: «Bah non, écoutez, la vision du monde, moi, c'est à travers la jeune femme». Ceux qui vont voir la vieille femme vont dire: «Non, non, moi, c'est ma vision du monde, c'est à travers la vieille femme, je ne vois que la vieille femme». Bien, vous voyez que la vérité, elle est en fonction, elle dépend de nos croyances, elle dépend de nos systèmes de valeurs, elle dépend justement, de ce qui fait notre identité, de notre socle identitaire et notre socle identitaire, il est basé sur quoi? Il est basé sur nos croyances et sur nos valeurs. Donc la spirale dynamique, elle va travailler, elle va vraiment incarner justement, elle structure notre vision du monde et elle s'appuie sur ces croyances-là. Alors qu'est-ce que c'est les croyances? En fait, et comment est-ce que ces croyances sont nées? Ces croyances sont nées de 2 éléments, notre éducation, nos parents, qui nous donnent voilà, qui vont nous donner leur vision du monde et sur lequel on va, ben, prendre une partie de ces visions du monde ou les rejeter quand on est adolescent, ça dépend. Ça dépend aussi,
Et après, ça va être construit au fur et à mesure de ces expériences. Nos expériences de vie, notre environnement dans lequel on évolue vont nous permettre effectivement soit de construire ces croyances, de continuer à les conforter, soit effectivement de les déconstruire pour en construire des nouvelles. Et quand on est sur ce système de croyances, un peu plus profondément, et ce qui définit l'identité, c'est le système de valeurs d'une personne. Ces systèmes de valeurs, c'est ce qui construit aujourd'hui notre identité, c'est ce qui construit notre vision du monde. C'est le filtre au travers duquel on on voit la vie. Et vous avez vu que les filtres sont différents, en fait. Notre vision du monde, elle se construit, et elle nous est propre et on a une vision du monde qui donne du sens au monde, en fait. C'est la manière dont on voit le monde qui donne du sens au monde. Donc ça, c'est très important et la spirale dynamique va reprendre effectivement, ces différents systèmes de valeurs, en fait, et les étudier au travers des individus, au travers d'une collectivité, au travers de l'entreprise, justement, pour voir comment évoluent au fil du temps nos systèmes de valeurs, en fait. Donc voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer et après, si on rentre un peu plus dans le détail, on a 3 systèmes de valeurs. Un système de valeurs de surface, donc les valeurs, vous savez que celles qu'on avoue, hein, et celles qu'on a profondément chez en nous, mais qui sont avouables et celles qu'on a conscience. Un système de valeurs, qui est plutôt, caché, c'est-à-dire les valeurs qu'on a, mais que celles-ci, on ne les avoue pas, mais elles sont quand même présentes, on en a conscience. Et puis un système de valeurs profond, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément en conscience parce que ça fait partie de l'inconscient collectif aussi. Et c'est ce système de valeurs aussi profond que va étudier, la spirale dynamique et que va nous donner comme éclairage la spirale dynamique. Alors ça va, je ne vous ai pas tous perdus, hein, à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes tous là? Voilà, c'était pour poser le cadre sur effectivement, qu'est-ce que la spirale dynamique et sur quoi elle s'appuie en fait sur notre vision du monde. Les origines, encore dynamique à ce stade, merci Gaëlle. Les origines de la spirale, c'est quoi? Alors c'est pas moi qui l'ai inventée, j'aurais bien aimé, mais non, c'est pas le cas. Elle existe depuis les années 80. Ça a été un professeur et psychologue qui s'appelle Claire Graves aux États-Unis, qui a initié ces travaux et qui ont été, poursuivis par un psychologue et puis un auteur universitaire, donc 2 chercheurs en psychologie, qui ont repris leurs travaux en 96 et qui sont, Don Beck et Christopher Cowan. Donc voilà, vous avez plein de littérature sur eux et voilà, donc mais ce sont des chercheurs, des scientifiques. C'est pas issu du chapeau comme ça et qui ont vraiment étudié, les systèmes de valeurs des personnes, qui ont vraiment vu comment est-ce qu'on pouvait, justement essayer d'en faire un métamodèle. Alors un métamodèle, c'est quoi? C'est un modèle des modèles. C'est une représentation qui nous permet justement de faire en sorte que la complexité de l'être humain puisse être illustrée au travers de choses un peu plus lisibles, un peu plus pédagogiques. Et donc à partir de là, ils ont défini, 8 couleurs. Donc je vous parlais des lunettes tout à l'heure, 8 couleurs égale 8 paires de lunettes différentes, avec 8 niveaux, différents. Donc vous voyez, déjà le beige, l'existentiel, le violet. On va regarder chacun de ces niveaux et on va, aller plus profondément sur chacun de ces niveaux. Avant d'étudier ces niveaux avec vous, il y a quelques grands principes que je voudrais partager avec vous. D'abord, les niveaux d'existence de la spirale constituent une holarchie. Alors c'est un mot un peu compliqué pour expliquer qu'il y a des hauts-longs, c'est-à-dire que, ils sont intégrés, c'est-à-dire que c'est le tout, est partie d'un système plus vaste. C'est pour ça que c'est une spirale, c'est pas un mode linéaire, c'est une spirale, c'est-à-dire que chaque niveau transcende et inclut le précédent. Une fois que vous êtes dans un niveau, une fois que vous avez fait le tour de ce niveau et de cette couleur, eh bien, vous pouvez monter d'un niveau supérieur, en fait, et mais à condition que vous ayez transcendé, vous avez déjà donc c'est intégratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous en nous et on a tous ces niveaux-là, en fait. On peut les avoir de manière différente, on peut les appliquer, ça dépend de notre environnement aussi. Mais une fois qu'on a, franchi un niveau, il faut, on est on est en capacité de comprendre tout ce qui se passe au niveau inférieur, en fait, si on peut dire inférieur. Donc ça veut dire que, il y a plusieurs niveaux effectivement qui coexistent à un moment donné dans une personne, dans une organisation, dans une société. Donc on n'est pas ou beige, ou violet, ou orange. On a un modèle dominant, on a un système de valeurs qui est dominant en fait, mais on a intégré, au fur et à mesure qu'on évolue dans cette spirale, on a intégré les niveaux, inférieurs. Hem, Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on ne peut pas sauter de niveau et vous verrez, ce que ça explique pourquoi effectivement on a des mécompréhensions de systèmes de valeurs qui sont extrêmement forts, notamment en géopolitique ou dans une entreprise où les gens ne se comprennent pas, simplement parce que, une fois que vous êtes,
Une fois que vous avez, quand vous êtes à un niveau supérieur, vous avez intégré le niveau inférieur, mais quand vous êtes à un niveau inférieur, eh bien, il va falloir passer les étapes, être intégratif et passer toutes les tous les tous les l'étape supérieure, le deuxième étage pour passer au troisième étage et au quatrième étage. Donc on est dans cette et ça c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'on va rester 10 ans au même étage, mais ça veut dire qu'il faut comprendre qu'effectivement, cette spirale, on ne peut pas sauter les étapes et c'est extrêmement important dans les changements culturels, par exemple dans les entreprises, on verra ça. Voilà donc effectivement dans chaque système de valeurs et chaque niveau influence les autres. Donc on est tous ces couleurs-là en fait, plus ou moins. Après ce qui est important de savoir, c'est comment est-ce que qu'est-ce que chaque couleur incarne. Hem, il faut avoir les moyens, on me dit. Alors ça dépend si c'est quel moyen c'est, mais en tout cas on verra quels sont les moyens dont on peut disposer. Donc premier niveau, première paire de lunettes, c'est le niveau beige. Donc premier niveau d'existence et puis je vous ai mis aussi le nombre de c'est 0,5 de la population, mondiale. Le niveau beige, c'est celui dont, le système des valeurs, consiste à maintenir la stabilité, physiologique. Donc c'est le niveau où on est vraiment, alors c'est pour ça que je vous dis un métamodèle, ceux qui connaissent aussi la pyramide de Maslow vont retrouver aussi des choses de la pyramide. Ça veut dire que l'émotion principale, c'est la peur. On est dans un mode survie et dans ce mode-là, vous voyez, ben, on est le mode quand on est petit, ben, c'est le mode enfant et puis, quand on est malheureusement, en détresse et les SDF sont sur ce mode-là, ce mode de survie. Donc dans ce mode de survie, la satisfaction, c'est avoir, répondre aux besoins primaires, donc le premier niveau de la pyramide de Maslow et la peur, c'est que le monde est un milieu naturel imprévisible, en fait. Donc il faut survivre à ce monde-là. Si je fais le parallèle en entreprise, par exemple, une entreprise qui est en très, très grosse difficulté financière se retrouve dans ce mode beige, en fait. Donc les comportements de ce mode beige vont se retrouver dans l'entreprise lorsqu'elle est mise en difficulté, lorsqu'il y a un PSE ou effectivement il y a un risque de liquidation. Donc voilà le niveau beige, où est-ce qu'il se rencontre. Lorsqu'on remonte à un niveau, parce que le niveau beige qui est en mode survie, il a eu besoin à un moment donné de pouvoir trouver un cadre de sécurité. Ben, il va le retrouver, le premier cadre de sécurité, c'est la famille. Donc dans ce premier niveau violet, on a ce cadre de sécurité, c'est 10% de la population mondiale. C'est le niveau tribal animiste, on va dire ça, qu'on retrouve beaucoup, soit dans les Indiens d'Amazonie, soit effectivement en Afrique. C'est trouver une sécurité collective au sein de la famille. Donc, l'importance des liens familiaux, les traditions, les ancêtres, les coutumes. Quand on est, sur un univers magique, le monde est magique, le monde est plein d'esprits qui nous entourent, il faut apaiser les esprits. On est vraiment dans ça et dans les sociétés, dans lesquelles on peut vivre, on peut rencontrer des sociétés, même à l'heure actuelle, qui sont en mode tribal, c'est-à-dire en mode c'est 10 des petites entreprises familiales, par exemple, où vraiment, la sécurité, le cadre de sécurité est donné par la famille. Donc, par cet esprit familial et c'est le clan, en fait. Donc voilà, donc c'est le mode violet, existe encore dans nos sociétés, bien sûr. C'est le mode où on est vraiment où c'est la famille qui va apporter cette sécurité. Donc voilà et cette notion de protection, de sécurité. La peur dans cet environnement culturel, en fait, dans ce système de valeurs, c'est d'être bien sûr exclu du groupe. Dès qu'on est exclu du groupe, eh bien c'est compliqué à vivre. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième niveau. Si on va un petit peu plus loin, rouge pouvoir. Alors vous avez vu que, bah, ça parle, j'ai mis quelques figures de rouge pouvoir. Heu, le rouge pouvoir, bah, c'est le niveau égocentrique. C'est 20 de la population mondiale qui vivent avec ce système de valeurs. Quand je dis qu'ils vivent, ça veut dire que c'est un système de valeurs dominant, en fait, hein. Encore une fois, c'est pas un c'est voilà, donc le monde il voit le monde, donc la perception du monde, c'est que c'est une structure de domination et de soumission. Le monde est une jungle et en fait, c'est la loi du plus fort. Donc, dans l'entreprise, c'est quoi? C'est une société féodale, très paternaliste, avec des valeurs machistes, les empires anciens, le despotisme, les bandes ou la jungle urbaine. Donc voilà, et on vit encore, je vous ai mis des éléments, ce qui est en train de se passer, et les 3 personnes que j'ai mis sont, et je pense que vous l'aurez compris, des gens qui sont basés sur leur vision du monde. C'est qu'il y a les forts d'un côté, et puis soit on est le plus fort, soit on est le plus faible, mais il y a ces rapports de domination à soumission. Donc voilà, et le comportement en entreprise va être,
va être, effectivement la notion de pouvoir en fait, de pouvoir, voilà, qui est le plus fort dans l'entreprise. La peur, c'est quoi dans ce système de l'art? C'est d'être victime des autres, bien sûr. Voilà, l'enjeu, c'est de devenir, d'être le plus puissant en fait. Donc on est vraiment sur l'incarnation de la puissance et du pouvoir quand on est sur ce niveau rouge. Vous l'avez compris, le niveau rouge, les limites du niveau rouge, parce qu'en fait, la spirale, fonctionne aussi comme ça. C'est que quand vous avez, il y a toujours un côté, sain et un côté un peu plus malsain de la spirale. C'est-à-dire quand vous avez un niveau, quand vous avez exploré un niveau, vous en avez vu à la fois tous les avantages et à la fois tous les inconvénients. C'est-à-dire quand on fait le tour de ces niveaux-là, là, on est prêt à passer à un autre niveau, en fait. Donc ça veut dire que quand les rouges, quand dans un monde rouge, ben, à un moment donné, on voit les limites du niveau rouge, c'est la guerre, hein, en fait. C'est le fait que la guerre de pouvoir, c'est plus viable pour l'environnement, pour les gens. Eh bien, on a besoin d'ordre, en fait. Et c'est pour ça que le VM suivant, en fait, le niveau suivant, c'est le niveau bleu. Le niveau bleu de l'ordre, c'est le niveau absolutiste, c'est 30 de la population mondiale. Donc ça veut dire que c'est un niveau où, là, on fait régner l'ordre. Comme on était, dans une risque de chaos dans le monde rouge, en fait, eh bien là, on est sur une vérité, une seule. Le monde a une sens, une signification, transcendante, Dieu est unique, une règle absolue. On sacrifie l'individu au profit du groupe, du bien du groupe. Il y a un ordre sur terre. Alors pourquoi je vous ai mis Bush? Parce que si vous vous souvenez du discours qu'il a fait sur la guerre en Irak, ça finissait d'abord, il a parlé des l'axe du mal, donc on est vraiment sur cette notion de bien et de mal, d'ordre en fait et d'ordre mondial en fait. Et puis à la fin, effectivement, c'était God bless America. Donc on est vraiment là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire en entreprise? Ça veut dire qu'on est dans une mode culturelle pyramidale, avec, un groupe de personnes ou une personne qui décide et puis une application de culture common and control. Ces cultures-là sont des cultures bleues. C'est encore des cultures dominantes dans nos modèles de culture, d'entreprise, en fait. Et c'est des modèles où on est très axé sur la réglementation, voilà, l'application des règles, sans souci forcément d'efficacité, mais dans un souci d'application des règles. Voilà, et donc des organisations pyramidales sont basées sur ce système de valeurs et sont basées sur l'ordre. Hem, voilà, la peur, la satisfaction passe par une organisation où le bleu se sent en sécurité, mais aussi la justice et la moralité. Ils se regroupent en communauté de mêmes croyances. Et puis, la peur, c'est être puni par cette vérité ultime. Donc voilà. Donc ça, c'est nos structures. On commence à être un peu plus dans les structures dans lesquelles vous connaissez, où vous vous retrouvez peut-être, où vous commencez à vous retrouver. On passe, à un autre niveau. Autre lunette, là, je vous propose de chausser les lunettes oranges. Celles-ci, vous les connaissez parce que c'est le modèle dominant, en fait. Les lunettes oranges, c'est les niveaux opportunistes. C'est 30 de la population mondiale. On est orienté sur la satisfaction, c'est vraiment le mode matérialiste. On est orienté sur la satisfaction individuelle, matérielle, raisonnée. La position sociale dépend de la réussite matérielle, si vous avez une jolie voiture, enfin voilà, donc en tout cas, c'est vraiment ça. On est dans un monde de compétition, de croissance, de culture, d'objectifs en fait et d'atteinte d'objectifs, dans le domaine de la science, c'est le vrai ou faux par la raison et l'expérimentation scientifique. Donc on est vraiment dans ce modèle et nous, j'allais dire, franco-français, on l'est par notre éducation cartésienne en fait qui depuis nous a influencés et est vraiment dans ce modèle-là. Dans l'entreprise, bah, c'est le modèle dominant actuel. C'est ce qui fait qu'effectivement, vous avez des objectifs, et que effectivement, vous allez développer des compétences, que vous allez atteindre ces objectifs. Hem, donc voilà, les limites et c'est là où on arrive à cette compréhension-là. Les limites du orange qu'on est en train de vivre, c'est que le système de valeurs orange répond à un environnement du monde compliqué. C'est les 30 glorieux, c'est ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Mais maintenant, il n'a pas les capacités de répondre à la complexité du monde, en fait. Et à la complexité qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire à ce chaos, à tout ce que à l'énergie, par exemple, aux problèmes écologiques, sociologiques, effectivement à l'accélération qu'on est en train de vivre. Donc, on est, voilà, ce modèle-là, et c'est un peu les limites. Heu, Comme je vous disais, il y a toujours un mode, il y a toujours un moment donné où il y a beaucoup d'éléments positifs dans ce modèle-là.
mais après, il faut voir les limites et quand on voit les limites, après, ça veut dire qu'il faut passer sur un autre niveau. Donc voilà, sa popularité, la satisfaction, c'est, une personne qui est en mode orange, en fait, ou est en VM, en modèle, en système de valeurs, orange, dominant, bah, c'est le succès, c'est la clé de la réussite et au contraire, sa peur, c'est d'avoir aucun statut. Donc voilà le modèle orange. Les nouveaux modèles émergents, une fois qu'on a ce modèle orange, et là vous y retrouverez, c'est le modèle vert. Le modèle vert est un modèle pluraliste, harmonie, c'est 10 de la population mondiale. Tout à l'heure, je vous montrerai les évolutions de l'ensemble de cette spirale et je vous montrerai quel est on reprendra les populations et vous verrez l'influence aussi que ça a. Et ça, vous y retrouvez, ben, c'est tout ce qui touche la RSE en fait. C'est le respect d'autrui, de l'environnement. C'est alors ce qu'on peut appeler les jeunes générations, je ne sais pas, mais c'est ce qui explique aussi qu'effectivement dans ces modèles émergents, comme notre modèle dominant est orange, eh bien les jeunes générations qui sont nées dans le mode orange en voient les limites et aujourd'hui nous poussent à faire du vert. Je vous encourage à voir, la semaine dernière, il y avait, le 9e sommet d'HEC et puis, ce groupe d'étudiants qui s'appelle les Éco-Furieux qui lançait un appel en disant: «Quel est l'héritage que vous voulez laisser aux dirigeants d'entreprise?» Donc soit vous allez le faire par amour pour nous et laissez-nous un héritage de la terre, laissez-nous un héritage social, laissez-nous un héritage où ce sera viable, ou alors vous allez le faire sous la contrainte. Et donc ces messages-là sont adressés et c'est pour ça que cette génération, mais pas que, parce que j'aime pas stigmatiser, mais c'est vraiment les valeurs émergentes et c'est ce qui se passe dans vos entreprises. C'est cette valeur, c'est ce qui est c'est le sens, c'est la recherche de sens, en fait. C'est la recherche d'avoir et d'être en harmonie. C'est la recherche c'est l'intelligence émotionnelle, c'est, savoir comprendre les sentiments, les affects de chacun, respecter l'autre, être en harmonie relationnelle. Les prises de décision dans un système, plus communautaire et dans un système d'entreprise, elles sont par consensus. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse être d'accord pour qu'on puisse prendre la décision. Donc voilà, il y a pas de on a justement un rejet des dogmes et des hiérarchies. Il y a un refus de l'autorité. Donc vous voyez ce rapport-là dans l'entreprise, lorsque vous imaginez bien déjà le conflit qu'il peut y avoir si vous êtes dans une entreprise bleue, avec un respect de la hiérarchie et de l'ordre et que vous avez une personne et que vous êtes, dans un système de valeurs en harmonie vert, eh bien vous êtes en complète, vous êtes enfin vous êtes, heu, j'allais dire en complète, distension par rapport à votre système de valeurs. Et aujourd'hui, il faut savoir que la désertion, en fait, alors il peut y avoir, des salaires et cetera, ça c'est des phénomènes extérieurs de motivation, mais les vrais motifs qui font qu'une personne quitte l'entreprise ou reste dans l'entreprise, c'est est-ce qu'elle est en harmonie avec ses valeurs fondamentales? Dès qu'on commence à plus être en harmonie, eh bien effectivement, soit on n'y va pas dans l'entreprise et dans ce cas, eh ben, on n'est pas du tout attiré par la culture parce qu'on la pressent, parce qu'on la voit, parce qu'elle est incarnée et qu'on n'a pas envie d'y aller, soit effectivement on n'y reste pas parce qu'on n'est plus en accord avec ses valeurs. Donc vous voyez, c'est aussi ça, c'est cette, voilà, c'est cette dimension-là, de vers harmonie qui est un modèle, un système de valeurs émergent. Au-dessus du vert, on est là, je vous invite à ce qu'on puisse, être sur nos lunettes, jaunes. Les lunettes jaunes, c'est les lunettes de la fonctionnalité. Donc c'est le niveau systémique. C'est 9 de la population mondiale. Le système de valeurs est un c'est pour eux, la vie est un système dynamique complexe. Donc c'est la capacité à voir le monde dans toute sa complexité, les interactions qu'il peut y avoir. L'évolution chaotique, pas de prévision long terme. Quelqu'un qui est dans un système, une personne, une organisation qui est dans un système jaune, lui, n'a pas peur du chaos parce qu'il va voir les interactions qu'il peut y avoir dans ce chaos, en fait et il va voir les interactions qu'il y a. Donc c'est la capacité et cette capacité caméléon à pouvoir être à l'aise à tous les niveaux et avoir une adaptation complète. Alors je vous rappelle qu'en fait, alors c'est pour ça que je rappelle la spirale, le niveau jaune a la particularité, c'est d'avoir déjà franchi toutes les étapes et qu'à ce niveau-là, eh bien, il est capable de s'adapter à un monde orange, de comprendre le monde orange, de l'intégrer, d'en voir les limites, de pouvoir effectivement être comprendre le vert et les attentes des verts et puis, gérer en même temps la complexité. Donc on va vers cette typologie et ça, c'est une tendance émergente aussi, même plus qu'émergente. Donc on est dans des hiérarchies naturelles et des hiérarchies de réseau. Ça veut dire que l'autorité, contrairement à un bleu où l'autorité est hiérarchique, là du tout, l'autorité peut être complètement différente.
on est dans des gestions de projet, on est dans des réseaux, donc on a un changement de rapport à l'autorité. Des décisions par le consentement. Vous avez vu que le vert décide par le consensus. Le jaune, lui, décide par le consentement. Donc, c'est vraiment deux paradigmes différents. Et à une vision systémique intégrant l'économie, l'écologie et le social. C'est, pour vous donner une idée, c'est le monde de l'IA, l'hyperconnexion. Donc, tous ceux qui travaillent dans ce monde-là ont déjà cette compréhension de la complexité. C'est le modèle qui permet de s'adapter à notre complexité, à notre monde VUCA, et c'est les entreprises basées sur la co-construction. C'est souvent ça peut être des startups ou des formes de management plus holacratiques, donc où on travaille vraiment par îlot. Donc voilà, pour vous donner un exemple, j'avais interviewé Jean-Michel Bérard de la société Esker, en fait, que vous connaissez, qui est une grosse, qui est leader dans son domaine des logiciels de dématérialisation, leader mondial. Et en fait, dans la manière dont dans les matinales, dans la manière dont il m'expliquait le mode de fonctionnement et lui, son rôle de leader, c'est vraiment un leadership qui est jaune, en fait. C'est-à-dire que ce sont les équipes qui décident. L'autorité est plutôt sur les équipes, sur les petits groupes. Et lui, son travail, c'était de favoriser le terreau pour que les gens puissent vraiment exprimer leur plein potentiel. Donc voilà, on est le savoir comme outil de perfection du système et la peur, c'est échouer en fait. Donc on est vraiment aussi sur une valorisation des compétences et se nourrir aussi voilà, du savoir et de cette compréhension-là. Donc voilà pour le jaune. Et là, on est encore dans l'entreprise. Au-dessus, alors ils ont eu un petit peu, il y a eu peu de personnes qui sont dans ce modèle-là, c'est le modèle turquoise. Il va être un peu compliqué, peut-être va vous sembler un peu illuminé en fait, j'espère pas trop, mais c'est 0,5 de la population mondiale. Donc encore une fois, il intègre tout l'ensemble de la spirale et il la dépasse. Et c'est le mode où on intègre la notion de spiritualité. Alors pas spiritualité comme on l'est dans l'animisme, mais spiritualité dans un sens un peu plus large. Et c'est ce qui permet que la vie est un tout dont nous sommes partie. Donc il y a une connexion humaine très forte et spirituelle. Donc c'est être en face avec les équilibres de vie, avoir une conscience collective. Il n'y a plus une seule vision des choses. L'intelligence collective humaine permet de répondre aux besoins. On est dans une recherche d'évolution perpétuelle à ce moment-là et toute expérience est vécue et mérite d'être vécue. Donc voilà ce que le système de valeurs de la dimension holistique, en fait, c'est la recherche d'une spiritualité et d'une harmonie du vivant. Et dans ce contexte-là, les systèmes de valeurs qui sont basés sur le turquoise, sur la globalité, n'ont aucune peur, puisqu'en fait, il n'y a plus de peur, puisqu'il y a une inclusion, puisqu'il y a une recherche d'harmonie et il y a une recherche d'être en connexion avec la nature, avec les humains, donc voilà, et d'entrer en phase et en équilibre de vie. Il n'y a pas d'entreprises qui sont turquoises. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas noté. Donc ce modèle-là est vraiment un modèle très, très, très émergent. Vous voyez, 0,5 de la population. Donc voilà. Mais il existe aussi dans ce modèle. Pour les cinéphiles, j'ai essayé de regarder quels étaient les exemples de modèles qui pouvaient vous parler le plus. Je pense que le film le film Avatar intègre ces systèmes de valeurs. Et je pense que pour ceux qui connaissent Nolan, Interstellar ou Inception, on est dans cette dimension turquoise en fait. Voilà, pour ceux pour vous donner quelques références. Où effectivement, il n'y a pas de notion d'espace-temps. Enfin voilà, c'est assez. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que je regarde qu'il y a plein de choses qui se disent, mais est-ce que c'est OK? Ou est-ce que je vous ai perdu? Je continue? Bon, super, merci. Merci, merci. Bon, bah, si tout est clair, je continue alors. Alors, vision des niveaux d'existence dans le temps, c'est ce que je vous avais dit en fait, c'est que, alors c'est difficile à lire, mais ce que je vais vous expliquer, le schéma, pourrait vous expliquer à quel moment sont apparues les couleurs en fait. Vous avez vu l'objectif de vie, rester en vie, c'était au début de l'humanité. Le modèle turquoise, il y a moins de 10 ans. Le vert a moins de 100 ans, voilà, quand on le fait.
600 ans sur, avoir et succès sur le modèle Orange, sur le VM Orange. Donc vous voyez qu'on est, voilà l'évolution au fur et à mesure du temps. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est de voir l'évolution des influences, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, le modèle dominant, c'est le modèle Orange. Il y a 30 de la population, mais il y a 50 de pouvoir d'influence aujourd'hui. Bon, voilà, je pense que ça, c'est indéniable. Ensuite, on a 10 des gens, de la population qui est déjà dans le modèle émergent du système de valeurs vert, en fait, et c'est 15 d'influence. Donc ça veut dire qu'effectivement, et c'est pour ça que ces modèles émergent et qu'on les pousse, les jeunes générations poussent, les gens poussent sur ces modèles-là, parce que c'est un modèle qui va permettre d'adresser les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Le modèle, le jaune, en fait, de la spirale, c'est 5 de la population, mais c'est 5 d'influence, donc pas encore beaucoup, très influent, et 0,5. Donc vous avez vu que le modèle émergent, qui est en influence, c'est vraiment le modèle vert, en fait. Et c'est cette transformation, et c'est ça qu'on est en train de vivre, en fait. C'est comment est-ce qu'on passe de modèle qui est aujourd'hui qui peut être encore très, alors il y a peu de rouge, enfin j'en rencontre trop peu de rouge quand même en entreprise, mais très bleu et très orange, et sur lequel on demande effectivement de passer en mode vert pour être aussi en mode jaune, en fait. La difficulté aujourd'hui qu'on vit dans nos entreprises, c'est que ces modèles émergents sont déjà dans l'entreprise, et donc c'est comment est-ce qu'on fait cohabiter des modèles dominants avec des modèles émergents, en fait, et comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte ces modèles émergents, parce que derrière ces modèles émergents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, en fait. C'est qu'il y a des personnes qui sont déjà dans ce système des valeurs et qui vous disent: «Attendez, vous les oranges, vous le modèle aujourd'hui, je j'adhère pas. Arrêtez de faire, du orange, du vert en mode orange. Faites vraiment du vert». Ça veut dire arrêter de faire de la RSE, en continuant à faire de la croissance pour la croissance. Changez vos paradigmes. C'est ça les messages que nous envoient les jeunes, et c'est ça que nous envoient les gens qui représentent ce système de valeurs émergent. La complexité aussi nous dit, bah, écoutez, voilà, bah, voyez la complexité comme elle est, regardez les systèmes en interaction, et plutôt travailler de manière différente, parce que les contextes aujourd'hui, l'environnement vous amène plutôt à faire ça. Alors, je vais rajouter encore un peu plus de complexité dans la complexité, j'espère que non. Mais c'est pour vous éclairer. Alors, vous connaissez certainement le modèle Cinefin. Modèle Finessin, c'est David Snowden qui a présenté ce modèle Cinefin. En fait, il est souvent les ingénieurs, c'est un modèle qui éclaire les prises de décision, en fait. En gros, c'est pourquoi? C'est pour éviter de faire en sorte que vous vous dites: «Parce que j'ai un marteau, et ben, tous les problèmes sont des clous», en fait. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la question qu'il faut se poser, c'est quand j'ai un problème, est-ce que, c'est un problème simple? Et dans ce cas-là, ben, j'ai une démarche, cognitive qui va me permettre de résoudre un problème simple? Ou est-ce que c'est un problème compliqué? Est-ce que c'est un problème complexe, ou est-ce que je suis dans le chaos? Et en fait, avec ces différentes, en se demandant à chaque fois si, les causes et les effets sont simples, et bien, dans ce cas-là, je vais avoir une réponse simple. Mais si je veux adresser quelque chose de complexe avec un mode de pensée compliqué, ben, j'arriverai pas à résoudre le complexe, en fait. Et vous voyez, je vous ai mis les modes de pensée. Alors, quelque chose de simple, hein, bah, je vous donne un exemple, j'espère que ça m'arrivera pas. Mais si je m'aperçois, je suis en train de rouler, et là, bah, qu'est-ce que je fais? J'observe que la voiture, ne répond plus vraiment bien comme elle a l'habitude de faire. Donc je me dis: «Tiens, il se passe quelque chose». Donc là, j'observe qu'elle répond plus. Je suis en mode simple. Je vais me dire: «Qu'est-ce qui se passe?» Il y a le choix, soit effectivement, bah, j'ai un pneu crevé, je vais regarder et catégoriser, me dire: c'est quoi les types de problèmes que je risque d'avoir?» Donc OK, imaginons, je catégorise, je me dis: «Bah, il est grande chance que j'ai un pneu crevé». OK, alors qu'est-ce que j'ai? Là, je catégorise. J'ai identifié ce que c'était. Qu'est-ce que j'ai? J'y réponds. Bah, j'ai trois types de réponses, enfin, ou 2 types de réponses, soit 3 moi, en général, mais c'est un, je me dis, soit je change la roue, soit effectivement, et ça je sais pas faire, soit effectivement je fais du stop, soit effectivement j'appelle la dépanneuse. Donc voilà, et ça je sais catégoriser, et je sais quelles sont les réponses simples que je vais donner à ces questions simples. Voilà, et quand ça devient compliqué, ben, le mode de réponse, c'est j'observe, j'analyse et je réponds. Dans le monde compliqué, c'est un monde d'expertise, en fait. Donc les experts vont être capables, de pouvoir, par exemple, je sais pas, construire une fusée. C'est pas complexe, c'est compliqué. Mais avec une analyse, avec un mode d'emploi, on est capable effectivement les ingénieurs sont capables de répondre à ce monde compliqué parce qu'ils ont une expertise pour le faire. Le monde complexe, lui,
est complètement différent parce qu'il nécessite, vous avez vu, c'est imprévisible. C'est-à-dire que ni les causes ni les effets ne sont prévus visibles d'avance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne peut pas appliquer des méthodes simples, on ne peut pas méditer des méthodes compliquées qui, elles, sont prévisibles. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on investigue, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller voir c'est quoi. On essaie de voir le problème sous différents aspects, en voir toutes les limites ou pas les limites. Et ensuite, on va ressentir les choses, donc d'où plus développer en termes de décision le ressenti, parce que l'intelligence émotionnelle, hein, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle et qu'elle nous aide à répondre à la complexité. Et puis, effectivement, on va trouver des réponses avec aussi peut-être des tests and learn parce qu'on ne sait pas si on aura vu toutes les problématiques ou pas. Donc voilà, donc ça, c'est vous savez, c'est des systèmes et à chaque problématique, eh bien, je vous invite effectivement à pouvoir définir comment est-ce que j'adresse ces différentes problématiques. Et vous avez vu, parce que j'ai mis les couleurs hein, qui correspondent, quand on est dans une problématique et dans un environnement prévisible, simple, la réponse violette est celle qui est dominante et le système de violet va être très très bien approprié à cette réponse simple. Dans un monde compliqué, eh bien, on a notre fameux orange. Alors, l'orange vert, hein, c'est celui, comme je vous disais tout à l'heure, si on fait du vert en mode orange, on peut faire du vert en mode bleu aussi. Hein. Faire du mode en mode bleu, ça veut dire répondre aux normes et cocher des cases. Mais on n'est pas vraiment dans un VM, dans un système de valeurs. On n'a pas encore bifurqué et on n'a pas encore intégré le système de valeurs vert. Et puis, vous avez vu, quand on est en complexe, eh bien là, c'est vraiment le jaune, en fait, qui va être le système le plus adapté, le système de valeurs le plus adapté pour répondre à ces problématiques-là. Ensuite, le vert et ensuite l'orange. Et vous me direz, ben, il n'y a aucun où se trouve effectivement le vert, puisqu'on est on rentre dans ce vert-là, il est de plus en plus prégnant dans l'entreprise. Eh bien, c'est le vert qui va nous aider à faire la transition entre le monde compliqué, entre le système de valeurs compliqué et l'environnement compliqué et l'environnement complexe. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et le vert va nous aider à faire ces transitions-là. Bien évidemment, en fait, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser. Il n'y a pas des gens qui sont que verts, qu'orange, que jaune, etc. Il y a dans les organisations, par contre, des endroits dans vos organisations où si vous avez je vais faire une caricature, si vous avez un bleu qui va faire de l'innovation, il ne va pas forcément avoir, qui a un système de valeurs bleues, ne va pas forcément avoir toutes les aptitudes pour pouvoir raisonner dans la complexité. Si votre organisation, elle est que bleu dominant et que vous vous dites, il faut absolument faire innover parce qu'on a besoin de changer, eh ben, il va falloir changer la culture, il va falloir soit changer la culture dominante, ce qui n'est pas facile, soit effectivement intégrer des éléments de jaune, faire des pôles de jaune, en fait, pour pouvoir avoir des pôles d'innovation. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Parce que le système de valeurs qui sont construits, votre organisation, votre culture, ne sera pas adapté à pouvoir adresser des nouveaux plus complexes. Donc, c'est ça qui est important à voir, et c'est ça qui est important à mesurer. Je vous disais tout à l'heure, c'est quoi la culture dominante de vos entreprises, hein, c'était les éléments que je vous invitais à faire. Où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce que vous avez la bonne culture au bon endroit? Quelles sont les couleurs qui sont présentes et celles qui ne sont pas présentes? Et ensuite, est-ce que j'ai les bonnes couleurs au bon endroit dans mon entreprise, en fait? Et c'est tous ces éléments-là. Et en fait, c'est ce qui va aider et contribuer à faire vraiment les changements dont on a besoin, les changements culturels aujourd'hui, pour continuer à attirer les talents, à les garder avec nous, parce que sinon, si vous avez des verts qui rentrent dans votre entreprise et que votre entreprise n'est que bleue, eh bien, ils vont repartir vite fait ou ils rentreront même pas. Si vous avez des jaunes, mais qui sont dans une entreprise effectivement, qui est violette, alors, voilà, ou il y aura une mauvaise compréhension, ou qui est encore bleu, ou qui est, où on n'est que sur du orange, enfin je mets, je caricature sur le bleu par exemple, eh bien le jaune va partir parce qu'il a besoin d'autonomie et qu'il n'aura pas cette autonomie puisqu'on va lui donner un système dans lequel il y a une hiérarchie et il y aura un respect des règles de l'ordre. Donc vous voyez pourquoi effectivement on est en train, alors sur quoi se basent ces pourcentages? Les pourcentages, ils se basent sur des études en fait. Je vous donnerai les éléments, enfin vous les avez, mais ils se basent là-dessus pour répondre à votre question. Je vous donne un dernier chiffre sur l'évolution des cultures managériales. Vous voyez, ça reprend les chiffres qu'on s'est donnés tout à l'heure en disant, où est-ce qu'on était avant et puis maintenant effectivement, vous avez vu au fur et à mesure les modèles émergents.
notre modèle qui était très bleu basé sur l'ordre, hein, nos fameuses, structures hiérarchiques, et pyramidales et qui au fur et à mesure, laissent la place à d'autres modèles dominants, le orange et les modèles émergents qui sont le vert et le jaune. Je passe rapidement parce que je vous l'ai déjà montré. Je vous fais je voudrais faire un focus pour vous donner un éclairage sur effectivement, c'est quoi les cultures et c'est quoi le leadership qui peut adresser chacun des niveaux en fait. Hem, donc d'un côté, vous avez vu, il y a alors, et puis j'ai repris effectivement, à chaque fois de la spirale, ce qui est marrant, c'est qu'on passe d'un niveau à un autre en étant orienté soit sur le «nous», c'est-à-dire le collectif, le pluralisme, soit sur le «je» en fait. Ça aussi, ça donne des éléments, extrêmement, parce que, quelqu'un qui est dans le collectif va pas comprendre que quelqu'un est centré sur l'individu. Donc les systèmes de valeurs, là aussi, nous montrent en quoi c'est différent et en quoi, effectivement, on peut apporter des réponses à des gens qui sont, plus orientés sur le «nous». Ce ne sera pas les mêmes réponses que celles qu'on va orienter pour ceux qui sont orientés sur le «je». Donc quand on est sur le violet, vous avez imaginé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on est sur une culture où c'est le patron. La culture, elle est paternaliste, hein, c'est qui le patron, pour reprendre l'expression. Quand on est dans une culture, rouge, on est dans la culture directive en fait, on est dans un leadership directif et c'est le chef, hein, donc ça aussi, vous avez connu ou vous le connaissez peut-être encore dans vos organisations. Et puis, lorsqu'on est en culture, en bleu, on est en culture bureaucratique. Le manager, c'est le manager command and control, hein, celui qui va justement, délivrer et voilà et qui va répondre à cette structure hiérarchique. Quand on est dans une, culture orange, notre culture dominante, on est sur le management de la performance. Ben, c'est ce qu'on appelle le management par objectif, en fait, hein. Donc on a cette culture, stratégique qui est une culture, de la performance et des objectifs. Quand on est sur une culture collaborative, en fait, quand on est sur le système de valeurs vert, on est, le modèle qui est aujourd'hui, qui pourrait incarner le plus le vert, ce serait le servant leadership. Si vous ne connaissez pas ce modèle, je vous encourage à aller voir la littérature dessus. En fait, pour vous donner un exemple, moi je connais, j'ai un client qui s'appelle Raymond et qui est, on a un client et qui est vraiment défend ce modèle de servant leadership. Ils ont déjà fait leur transition il y a 10-15 ans. Ils sont passés d'un modèle effectivement, bureaucratique, enfin paternaliste, j'allais même dire, parce que culture, assez, culture, très, familiale, c'est une boîte familiale, à cette culture-là de servant leadership et ils ont choisi ce modèle de servant leadership. J'avais interviewé Florent Mengo et vous connaissez peut-être son modèle de référence de système qui s'appelle iCare et basé sur cette transition-là. C'est-à-dire que si j'explique la transition qu'a fait, Michelin ces dernières années, ils sont passés de la culture bureaucratique command and control. Ils ont intégré effectivement, parce qu'ils avaient aussi la culture orange, mais ils ont dépassé, ils sont dans une culture verte de servant leadership et de culture, jaune sur l'innovation. Donc ils sont sur ces derniers, éléments faits, avec vraiment une volonté d'y aller. Ce qu'expliquait Florent Mengo, c'est qu'effectivement, cette culture bureaucratique n'était plus, command and control, n'était plus du tout adaptée à la complexité du monde qu'ils adressaient, de manière, générale et dans l'ensemble du monde. Donc voilà les différentes leaderships. Et quand on est dans la culture intégrative, on est sur un leadership facilitateur. On est sur un leadership où là, effectivement, le rôle du leadership est à ce moment-là de faciliter, d'harmoniser. C'est pas du tout comme, le chef en fait qui est omniprésent. C'est pas du tout ce qu'on appelle vous savez dans notre inconscient, on a aussi, le modèle de leadership charismatique. Mais on est, dans je facilite le terreau et je facilite l'autonomie en fait des gens. Donc quand on est dans cette culture-là, on est dans une culture de leadership qui facilite l'autonomie des personnes. Donc vous voyez, les différentes, leaderships qui sont assortis. Après, dans une entreprise, ça ne veut pas dire qu'il faut choisir tel ou tel modèle. Encore une fois, ce n'est pas du dogmatisme. C'est peut-être trouver un modèle hybride qui puisse, vous permettre dans les entreprises de se dire: «Ben voilà, je veux, ce système de servant leadership, c'est la couleur dans lequel le système de valeurs qui va me permettre de déployer ma stratégie, qui répond à mon environnement et aussi je vais intégrer, je vais, faciliter l'autonomie de mes collaborateurs et je vais, pour ceux qui sont dans ce mode, jaune, pouvoir répondre à leurs besoins en fait, en leur laissant beaucoup plus d'autonomie. Donc voilà et par contre cette couleur, quand je vais être en culture, verte en fait, quand je vais m'adresser à des collaborateurs, qui sont, je vais adapter mon système de leadership et le système de leadership va être plutôt comment je suis au service d'un collectif et je vais promouvoir le consensus et les collectifs et l'harmonie.
Voilà et n'est-ce pas contre-intuitif d'avoir une culture intégrative centrée sur le «je»? Non, ça peut être contre-intuitif, mais en fait, la culture intégrative, ça veut dire simplement qu'elle est beaucoup plus on est beaucoup moins sur le collectif que sur l'individu lui-même et on l'a dit tout à l'heure, le modèle jaune est un modèle est un modèle de sachant, de savoir, en fait, d'épanouissement sur le savoir et sur le besoin toujours de se nourrir du savoir et de la compréhension de la complexité, en fait. Donc voilà. Pour vous citer des personnes, ben, vous l'aurez compris, hein, Einstein était là-dedans, Edgar Morin avec, La chair de la complexité, on est complètement là-dedans et si vous lisez les écrits d'Edgar Morin, vous aurez vraiment une compréhension de ce que ça veut dire d'être dans la complexité et puis, tous les gens qui sont dans la programmation informatique, qui sont, les développeurs sont dans cette culture-là, en fait. Donc voilà. Mais ils ont déjà intégré et c'est pour ça, ils ont déjà intégré la partie aussi, harmonie et verte, en fait et c'est pour ça que, heu, c'est voilà et c'est pour ça. Donc ils sont en capacité de travailler en collectif aussi, tout en privilégiant le «je», voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je continue là-dessus. Hem, des mmh, le violet, donc pour vous donner simplement des éléments sur d'une autre manière, quand je suis en mode violet, c'est la préservation d'existence des règles de l'art. En termes de culture, sécurité, confort, tradition, appartenance à la loyauté. J'aimerais vous poser une petite question. Quels sont les rituels, parce que c'est encore ça, quels sont les rituels managériaux ou les rituels qui sont en mode violet dans nos entreprises? On a des rituels violets en entreprise. Est-ce que vous pourriez me dire lesquels sont? Ça veut dire des rituels basés sur, la famille, basés sur, voilà, sur la sécurité familiale. À votre avis, c'est quoi? Vous pouvez m'en citer un ou 2 qu'on fait tous et qui sont des rituels marquants du mode violet? Voilà, merci, le dîner de Noël, c'est exactement ça. Alors l'affichage des normes à l'entrée, non, là on est en mode bleu. Les repas d'équipe, c'est ça aussi, exactement. Alors les revues opérationnelles bottom-up vers top, non, on n'est pas là-dedans. Mais le modèle violet, c'est quoi? C'est quand on fête les anniversaires, quand on, mange en équipe, quand effectivement on célèbre, des choses, qui ne sont pas du cadre purement professionnel, mais qui renforcent la cohésion et l'appartenance à la famille en fait, qui est l'entreprise. Donc effectivement, on est là-dedans. Donc vous voyez que ces rituels-là sont déjà intégrés dans nos entreprises, en fait, après les idées passées. Le mode rouge, la stratégie, c'est la domination. La culture, force, courage, pouvoir et domination. L'organisation, c'est la division du travail, les échelons hiérarchiques. Le management, c'est l'obéissance, le contrôle, la récompense, la punition sur le résultat. La gouvernance, c'est décider seul en pensant et en impliquant le groupe. La décision, elle est imposée par celui qui a le pouvoir. Les changements décidés par la hiérarchie, contraints sans concession. Et la relation, basée sur ce qui doit être fait, ni plus ni moins. Donc ça, c'est le système, dans votre des organisations bleues. Alors, encore une fois, quand on est vous avez vu tout à l'heure ciné-fin, quand on est dans un mode chaotique, il se peut qu'effectivement le meilleur, j'allais dire la meilleure solution à court terme, hein, je dis bien à court terme, soit celle de revenir sur mode rouge. En mode rouge, pourquoi? Parce que quand on est dans un environnement chaotique, il faut agir. On n'a pas le temps de se faire du consensus, une réunion pour se dire: «Bon alors voilà, est-ce que tout le monde est d'accord pour le fait qu'il faut arrêter le feu qui est en train de se produire?» Il y a une seule personne qui peut décider en fait et qui va décider et qui va entraîner les et qui va et après les autres vont devoir, vont devoir effectivement, répondre aux ordres et donc on serait plus là-dedans, hein, donc voilà, donc ça veut dire que suivant aussi l'environnement et suivant les problématiques qu'on adresse eh bien, on peut être amené à pouvoir les adresser aussi en mode rouge, sans être en rouge dominant, hein. Une société en rouge dominant, ce serait une société vraiment très ça fait rêver. Donc je passe au bleu. La stratégie, c'est se conformer au statut ainsi qu'aux règles de l'environnement. Culture, c'est le respect, la dignité. L'organisation, elle est formalisée par un organigramme, description des postes, des procédures. Le management, c'est le respect du statut, du hiérarchique. La planification, la prescription et le contrôle. On est vraiment là-dedans. Vous savez, c'est les plans qu'on faisait à 3 ans, 6 ans, etc. À l'époque, quand tout était uniquement compliqué et prévisible. La gouvernance était décidée dans le respect des procédures de groupe et de la vérité. En fonction, ben, la décision, elle est faite par le statut, en fait, hein, la délégation de pouvoir qu'on donne aux personnes. Le changement, il est planifié, décrit de manière précise par des plans d'action. Et puis la relation est plutôt protocolaire, basée sur le respect des règles. Donc là, on est vraiment dans un environnement bleu, un modèle dominant. L'orange, opportuniste, conquérir des marchés. Le succès, la performance, la culture de la performance, du succès, de l'audace, du challenge, de l'entrepreneuriat.
Là, on est dans cette culture-là. L'organisation, elle est souvent matricielle. On travaille en mode projet avec des équipes polyvalentes. Le management, sens, objectif, persuasion, retour sur investissement. On est à la gestion des talents, donc vous vous y reconnaissez. Décider seul ou en consultant les autres, donc cette décision, elle est comme ça. De la part du leader en fonction du retour sur investissement et du gain, bien sûr. Impulsé par l'entreprise, le changement. Recherche l'adhésion par la persuasion. Et la relation, c'est l'enthousiasme, l'esprit de conquête et de compétition. Voilà les modèles dominants. Et maintenant, ceux qui apparaissent en vert relativiste, c'est l'éco-responsable, bien fait par l'environnement. La culture, elle est responsable socialement, confiance, elle est basée sur la confiance, l'authenticité, la tolérance. L'intégration, hein, ce qu'on parle aujourd'hui, hein, elle fait un des systèmes qui sont intégratifs. On est vraiment dans le vert. Quand on veut faire de l'inclusion, ça parlera au DRH et à tout le monde, j'espère. En petite équipe, en communauté, en réseau. Donc, ça veut dire qu'il faut faciliter ces communautés et ces réseaux parce que c'est là-dedans que les gens s'y retrouvent bien. C'est la recherche de sens, en fait. C'est aussi ça donne du sens. Quand on passe du orange au vert, l'orange va être la recherche du succès, le vert est la recherche du sens. Et effectivement, donc d'où le management par le sens aussi. Donc et pas le sens uniquement par le retour sur investissement, parce que c'est pas dans le système de valeur du vert. Le mode de décision, donc le management, c'est la co-construction avec les équipes, l'expression des émotions, des idées, des envies. Donc on est vraiment en mode où on décide, on co-construit. On décide ensemble, on prend les décisions de manière collégiale et pas autocratique et les changements nécessitent d'impliquer tout le monde dans les modalités de changement. Donc quand on est nous, par exemple, qu'on sait qu'on va conduire le changement parce qu'on a fait notre diagnostic dans l'entreprise et on sait exactement avec les outils qui nous permettent au regard de la spirale dynamique de pouvoir identifier où en est l'entreprise réellement de son système de valeurs, où est son système de valeurs dominant, où sont placés, qu'on a cartographié tous les acteurs en fait, eh bien, on se dit, bah voilà, si on doit sur un modèle dominant vert, eh bien, ça veut dire que chaque fois qu'on fait un changement, il va falloir être plutôt en mode bottom-up qu'en mode top-down. Sinon, on ne va pas engager les équipes. Donc ça, c'est l'incompréhension qu'on a effectivement et qu'il faut pour ça que je vous parlais de repères, boussole ou de GPS, parce que c'est important de l'avoir dans la manière dont on change le changement. Enfin, dont on veut transformer l'entreprise. Il faut vraiment avoir cette clé de lecture-là, pour pas se tromper dans la tactique de transformation. Et puis le jaune systémique, eh bien, vous avez vu, donc offrir plus de choix, créer des nouvelles valeurs. La culture, c'est la liberté, l'autonomie, la responsabilité, l'agilité, l'audace. On est vraiment là-dedans. L'organisation en équipe autonome, par rôle en télétravail, en soutien des équipes dans leurs besoins, donc c'est-à-dire vraiment le leadership de soutien et pas le leadership qui est d'autorité ou autoritaire. Chaque individu du groupe est souverain, mais décide en lien avec les autres. Cette notion de réseau, en fait, pas de communauté, mais de réseau. Et au niveau de les changements sont naturels, communément admis, mode expérimental, test and learn, apprentissage et erreurs. Voilà. Et les relations sont dépassionnées, authentiques et constructives, en fait. On a intégré tout ça, donc on a cette compréhension-là, cette tolérance, parce qu'on a intégré tous les autres systèmes de valeurs, qu'on les comprend et donc on peut les partager. Donc voilà une explication. J'ai dépassé le temps de 3 minutes, donc je vois que vous êtes, chacun va pouvoir aller vaquer à ses occupations. Je voulais, simplement, finir avec et je répondrai à votre question si vous souhaitez, et je reviendrai sur les questions pendant un petit moment pour ceux qui peuvent rester pour répondre à vos questions. Heu Peter Drucker est un grand homme, c'est celui c'est le pape du management en fait depuis ces décennies et en fait, il dit une chose très, très vraie. Il dit, alors en anglais, vous le saurez tous: «Culture, eat strategy for breakfast». Ça, c'est à chaque fois que l'on rencontre des dirigeants avec nos équipes, je leur dis: «Dites-leur bien ça en fait». C'est pas la peine d'avoir des bons modèles de vision, de stratégie, super, si on ne prend pas en compte les changements culturels. Et aujourd'hui, en fait, hier, c'était valable parce qu'on était dans un mode compliqué, donc une stratégie pouvait se mettre en œuvre, quoique depuis 10 ans, c'est toujours l'humain et la culture qui a fait défaut dans la mise en œuvre des stratégies pour qu'elles fonctionnent et pour qu'elles réussissent. Mais là, c'est d'autant plus vrai que vous avez vu qu'on est dans des systèmes, on est dans des vraiment des bifurcations de systèmes de valeurs. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir tenir compte de cette culture-là. La vraie question, c'est quelle culture je dois avoir pour accompagner ma stratégie? C'est quoi la meilleure culture? C'est celle qui va, en tout cas la meilleure, celle qui va permettre de répondre à mon environnement et à ma stratégie et réussir ça. Et ensuite, il y a des dimensions, tactiques à avoir, c'est-à-dire comment est-ce que justement, au vu de cette culture, de d'où je pars et où je vais,
comment je vais faire pour pouvoir, amener, tout le collectif à pouvoir, passer ces étapes-là, en fait. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je termine sur, des pistes de réflexion que je vous livre pour, justement, avant les fêtes de Noël, enfin non, j'espère que vous allez passer les fêtes de Noël et que vous allez justement, penser à rien du tout, mais voilà quelques pistes de réflexion. Mon entreprise a-t-elle la bonne culture pour poursuivre son évolution et faire face à son environnement? Ça, c'est la première question. À quelle échéance je fixe mes objectifs? Est-ce que je suis à 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans? Et ma culture d'entreprise est-elle en phase avec l'atteinte de ces objectifs? Quels sont les axes? Si ce n'est pas le cas, c'est quoi les axes que je dois faire évoluer? Et je pense que voilà, c'est ces questions-là que je vous interroge, que je vous invite à vous poser. Et puis, bah, si vous êtes mûr, bien, poursuivre cette aventure, eh bien, prenez contact avec nous et puis, si vous êtes, dans cette réflexion-là ou que vous souhaitez prendre ce chemin-là de la transformation, eh ben, on sera en mesure de vous accompagner pour que vous puissiez justement pas vous tromper en tout cas vous donner des éclairages, éclairer ce que ça correspond dans votre entreprise. Hem, il y a souvent une différence entre, quand on fait les audits, on sait entre la perception qu'a l'entreprise de sa culture et ce qu'elle est réellement. Et c'est vrai que ça peut engendrer de se tromper dans la transformation qu'on veut faire et le niveau de maturité qu'on a, et de notre de l'évolution. Donc c'est très important et donc voilà, donc je vous encourage à venir pour ceux qui veulent poursuivre ces réflexions. Je suis disponible. Vous avez mes coordonnées téléphoniques sur le site et puis, je me ferai un grand plaisir à poursuivre cette discussion avec vous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour toutes les remarques, pour avoir été présent à tout ce que vous dites, qui est extrêmement, qui est extrêmement intéressant. Ça peut être un peu frustrant pour vous, voilà, mais je vous invite si vous souhaitez plus, je serai à votre disposition pour en parler si vous souhaitez aller un cran plus loin et voir comment est-ce qu'on peut, intégrer ces éléments-là dans votre entreprise, dans votre quotidien, pour pouvoir justement, garder les talents, les attirer et continuer à mettre en œuvre, et faire vivre la pérennité de nos entreprises. Donc un grand merci à vous tous, un grand, grand merci et puis je vous souhaite des très, très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des êtres qui vous sont chers et puis, ressourcez-vous, prenez plein, plein d'énergie pour pouvoir, affronter cette nouvelle année. Donc, à très, très bientôt tout le monde. Merci pour vos témoignages et merci pour votre présence à mes côtés. Je vous dis à très bientôt.